Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau live sur l'huile essentielle de camomille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joanne du blog Le Trek des Essentiels. On a choisi de vous parler de la camomille noble aujourd'hui et de deux petits producteurs. Donc, je vous propose tout de suite, on vous a fait une petite présentation, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les chats, le commentaire. Et on vous mettra toutes les références aussi dans les commentaires. C'est parti. Hop, diaporama. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici donc Joanne, qui est une passionnée de phytoaromathérapie, une passionnée de plantes et une passionnée d'humains, et qui parcourt la France et voire le monde entier pour découvrir les hommes qu'il y a derrière et les histoires d'hommes qu'il y a derrière les plantes, les distillations, les productions d'huile essentielle. Donc son blog s'appelle Le Trek des essentiels de la terre au flacon, histoire d'hommes et de plantes. Et elle écrit de très beaux et longs articles sur les huiles, les distillateurs, les producteurs. Vous en avez un particulièrement, bien sûr, sur l'huile essentielle de camomille noble que je vous invite à aller découvrir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie depuis plus de 10 ans, naturopathe depuis 20 ans. Euh, j'ai un site et un organisme de formation qui s'appelle Vocation Aroma, où vous trouverez différentes formations, notamment en olfactoreliance, en aroma-oncologie. Et j'ai écrit des livres, notamment l'aromathérapie pour les soignants, pour accompagner les soignants, les professionnels de santé à utiliser les huiles auprès des patients. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la camomille noble ou la camomille romaine, de sa botanique et aussi bien sûr de ses propriétés et indications thérapeutiques, chémotypes, ses propriétés et indications psycho-émotionnelles en olfacto. Et ensuite, on vous parlera de deux producteurs, Aubance Essentiel et La Fabrique Végétale. À toi, Joanne. Merci Anne-Laure. Oui, effectivement. Alors, la camomille peut prêter à confusion. C'est pour ça que je voulais déjà commencer à vous les présenter rapidement pour faire le distinguo entre chacune. Donc, vous avez à gauche une illustration de la camomille matricaire ou camomille allemande, dont le nom latin est Matricaria recutita. Au milieu, vous avez une représentation de la camomille noble ou romaine, de son nom latin Chamaemelum nobile. Et à droite, vous avez la grande camomille de son nom latin Tanacetum parthenium. Alors, pour pouvoir les distinguer, notamment la matricaire et la noble, il faut regarder la tige. Donc, si vous voyez effectivement la matricaire à gauche, vous voyez qu'elle s'élève depuis une seule tige, alors que sa cousine, la noble, à droite, a plusieurs tiges qui partent d'un seul nœud. Donc, les camomilles sont des plantes vivaces, entre 10 et 30 cm. Leur port est plutôt rampant, sauf au moment de la floraison, qui aura lieu entre juin et septembre. Et à ce moment-là, leurs tiges florales s'élèveront alors vers le ciel. Leurs feuilles sont finement divisées, sauf celle de la grande camomille, qui a des lobes plus larges. Et pour celles et ceux qui connaissent l'aromathérapie, donc les deux huiles de matricaire et de camomille noble sont bien différentes. Leur composition n'a rien à voir. La matricaire est plutôt composée de chamazulène, et donc ce qui en fait une huile très utile pour tout ce qui est allergie. Mais néanmoins, c'est une huile très fragile puisqu'elle est très oxydable. Ce sont des molécules très oxydables. Et la camomille noble, quant à elle, est plutôt composée d'ester, ce qui en fait une huile grandement calmante. Voilà un peu pour le petit tour d'horizon, juste pour au moins recadrer les choses. Tu peux changer la slide, Anne-Laure, s'il te plaît. Merci. Je continue là? Oui. Ah, ok. Pardon, il faudra couper du coup. Alors, au niveau des camomilles, enfin de la camomille noble, non, déjà, on coupera là, hein. Enfin, on va, hein. Donc, la camomille fait partie de la famille des Astéracées.
Sur enfin, j'ai intitulé cette slide du simple au double puisque l'espèce sauvage et reproductible que vous voyez sur ces images est naturellement reproductible par graines. Vous voyez donc son cœur jaune et ses pétales blancs autour. Elle ressemble un peu à la marguerite en fait. Botaniquement parlant, néanmoins, il s'agit d'une rangée de ligules, et les ligules, ce sont des pétales qui sont soudés à la périphérie d'un capitule. C'est pour ça qu'ici, on l'appellerait une simple fleur, en fait, puisqu'elle a une simple rangée de ligules. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion de cueillir une camomille sauvage, vous avez certainement noté son odeur verte, profonde, assez rustique, assez terreuse, et notamment aussi un peu de pomme, la pomme, le fruit. Et donc, c'est pour ça que, étymologiquement, son nom grec, enfin, vient du grec, kamaemelum, et ça veut dire pomme à terre. Donc, ensuite, on passe à la double, si tu veux bien changer la slide. Donc là, vous voyez effectivement la camomille double. C'est donc un cultivar qui est aujourd'hui très populaire. Vous voyez ces inflorescences qui sont presque entièrement composées de fleurs ligulées blanches, ce qui en fait une sorte de petit pompon blanc. Il y a une absence quasi totale des fleurs jaunes fertiles, d'où une stérilité de ce cultivar qui nécessite d'être multiplié par division des touffes, ce qui crée notamment une fragilité de l'espèce, puisque cela induit des problèmes de résistance. Elle est très, très odorante, bien plus que sa cousine, la sauvage, et c'est elle qu'on utilise pour la production des huiles essentielles. Elle est notamment composée d'environ 80% d'esters, notamment des angélates. On y trouve une pointe de cétone et puis des monoterpènes et monoterpénols. Alors, j'aimerais ajouter pour ceux et celles que ça intéresse, Lavande et compagnie. Donc, je ne connais pas ces huiles de camomille, mais je sais que le producteur Lavande et compagnie s'est amusé à distiller les deux, donc la simple et la double. Et il s'avère que dans la simple, effectivement, la concentration en huile est beaucoup plus faible que dans la double et qu'elle contient beaucoup moins d'ester et beaucoup plus de monoterpènes. Donc, elle sera une huile un peu plus lourde qui nous tirerait plus vers le bas, disons. Donc, c'est intéressant éventuellement à découvrir. Voilà, je voulais juste vous le préciser si vous voulez vous-même approfondir le sujet. Donc, passons à la prochaine slide. Donc, alors, je continue du coup au niveau un peu botanique, sans rentrer vraiment trop dans le détail, parce que ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise. Donc, les camomilles sont de la famille des Astéracées. Et la camomille noble, maintenant, si on focalise sur elle, il faut savoir qu'il y a deux types de camomille noble. Il y a l'espèce sauvage qui est reproductible naturellement par graines. Donc, c'est celle qu'on voit souvent au bord des chemins, qui a son cœur jaune entouré de sa ligne de pétales blancs, qui ressemble un peu à une marguerite. Donc, botaniquement parlant, il est plus correct de parler d'une seule rangée de ligules. Donc, c'est l'ensemble de pétales qui sont soudés entre eux à la périphérie du capitule. C'est pour ça qu'on l'appelle une simple fleur. Donc, quand on la cueille et qu'on la froisse, son arôme va être plutôt frais, vert, profond et assez rustique. Et elle a aussi des petites notes de pomme, et c'est pour ça qu'étymologiquement parlant, son nom grec, Kamaléum, veut dire pomme à terre. Donc voilà, donc ça certainement c'est celle que vous aurez vue lors de vos balades dans la campagne, c'est celle qu'on voit plus facilement. Donc tu peux passer à la prochaine. Donc, alors celle-ci, c'est le deuxième type de camomille romaine, c'est le cultivar en fait, qui est le plus populaire aujourd'hui. Donc, vous voyez que son inflorescence est quasiment composée de fleurs ligulées, très blanches, ce qui crée comme un petit pompon blanc. Donc, il y a quasiment une absence totale d'un cœur jaune, des fleurs jaunes fertiles du milieu. Donc, c'est important de dire que ce cultivar est stérile et il doit être multiplié par la division des touffes. Et du coup, de cette multiplication par division des touffes, ça induit forcément des problèmes de résistance puisque l'espèce finit par se fragiliser.
Néanmoins, elle est très, très, très odorante et c'est elle qu'on utilise pour la production de l'huile essentielle de camomille noble. Donc, en général, elle est composée d'environ 80% d'ester, notamment des angélates, un peu de cétone, une pointe de cétone et des monoterpènes et monoterpénols. Alors, je voudrais simplement aussi ajouter, si ça vous intéresse, de creuser le sujet, mais je ne les ai pas sentis, mais il y a un producteur qui s'appelle Lavande Compagnie qui a distillé les deux huiles, donc la simple et la double. Et au niveau de la simple, il s'avère que la concentration en huile essentielle est beaucoup plus faible que la double et elle contient beaucoup moins d'ester et beaucoup plus de monoterpènes. Donc, on restera toujours pour une utilisation en thérapeutique sur une huile essentielle distillée de la double, donc de ce pompon blanc. Voilà, donc on peut passer à la prochaine slide. Donc, alors, l'Anjou, il faut savoir que c'est la terre de l'or blanc, ce qu'on appelle l'or blanc ou encore la Dame d'Anjou. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais déjà, je voulais vous parler de l'habitat et de la distribution géographique de la camomille. Donc, comme son nom l'indique, camomille romaine, elle ne vient pas d'Italie. Elle est plutôt originaire de l'Europe de l'Ouest, donc dans une ligne qui constituerait plutôt de l'Espagne jusqu'à l'Angleterre. Et en France, vous voyez donc son aire de répartition qui est plutôt d'une ligne Amiens, Dijon, Toulouse. Donc, elle a une grande affinité atlantique et elle s'épanouit plutôt sur ce type de climat, même si on peut la trouver encore localement en climat méridional. Mais en fait, elle a pris ce nom de romaine puisqu'elle aurait été retrouvée dans des jardins romains autour des années 1500 sous sa forme de pompon. Mais ça, je ne suis pas certaine de cette information-là. Je vous la livre tout de même, si vous voulez faire vos propres recherches. Donc en France, on la trouve principalement sur des sols siliceux, sablonneux, acétacés et plutôt humides, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Elle a un port plutôt couché, elle tapisse le sol, là où on la trouve, là où elle abonde, elle est sensible à la compétition, notamment pour la lumière. C'est pour ça qu'on la trouve en général dans des milieux qui sont ras et exposés, où les autres espèces se développent plus difficilement, donc sur des bords de berges, des pelouses tondues ou piétinées ou en bord de chemin, par exemple. Euh, alors, elle a son petit nom d'or blanc parce qu'effectivement, d'or blanc ou dame de l'Anjou, parce que c'est un marqueur local en fait pour le Maine-et-Loire. C'est ce qui a fait sa renommée. Et je tiens à préciser aussi qu'en Maine-et-Loire, on trouve trois dames en fait. Il n'y a pas que la dame d'Anjou, la camomille, mais il y a aussi la rose de Provins et la fameuse menthe poivrée. Et donc, cette camomille est cultivée sur près de 300 hectares en Anjou. Donc, c'est une superficie assez importante pour la filière, mais largement insuffisante par rapport à la demande du marché actuel. Il faut savoir aussi que le cultivar du pompon a commencé à être cultivé dans la région de Chemillé en Anjou. Et puis ensuite, il s'est, comment dire, répandu à d'autres régions productrices. Ça, ce sont des informations de 2023, pardon. Donc, il y a eu une baisse depuis des superficies cultivées qui a été observée entre 2017 et 2021. Et le nombre d'exploitants a, lui, en revanche, augmenté ces 5 dernières années. Mais malheureusement, la camomille commence à avoir, en tout cas française, commence à avoir de la concurrence, selon une étude de France Agrimaire de 2021. Et ça fait vaciller là, un peu la filière française depuis les dernières années. Et puis face à la concurrence, il y a aussi les difficultés des performances agronomiques de cette camomille, puisque ses rendements diminuent, la sécheresse, aussi les épisodes de sécheresse sont difficiles à supporter pour cette plante qui supporte mal le manque d'eau. Et puis sa perte de stabilité génétique du clone, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il est reproduit par division des touffes. Donc, au final, l'espèce ne se renforce pas automatiquement, en fait. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est une plante vraiment très, très fragile. Voilà, donc un peu pour ce petit tour d'horizon de sa terre d'origine, en fait. Maintenant, je vais te passer la parole, Anne-Laure, puisque c'est toi qui vas nous présenter les indications de cette petite Oui. abeille.
Donc, l'huile essentielle de camomille noble, comme vous le savez sûrement, donc son chémotype, c'est l'angélate d'isobutyle. Dans les normes, il faut qu'il y en ait à peu près 30, minimum 30% jusqu'à 45%. Dans les deux producteurs qu'on avait, c'était tout à fait, voilà, ils étaient tout à fait dans les normes. Dans ses propriétés physiques, vous l'utilisez déjà sûrement pour libérer les tensions nerveuses et toutes les crispations physiques. C'est vraiment une bonne huile à la fois sédative, antispasmodique, qu'on va utiliser aussi bien pour des douleurs spasmodiques que pour les anxiétés, les stress ou préparer au sommeil, qu'on va aussi utiliser dans les cas de préparation pré-anesthésie. Je la conseille souvent dans ce cas-là, quand il y a des angoisses avant les opérations et le jour J et juste avant. Donc, c'est une très belle anxiolytique, une très belle antalgique qui va aussi avoir une action anti-inflammatoire et antiprurigineuse cutanée. On peut l'utiliser aussi bien sur des douleurs dentaires que sur des... Bon, je vous en reparlerai, mais que sur voilà, des douleurs au niveau de l'estomac. Il y a aussi une belle étude que j'ai trouvée sur la cognition. Donc là, je suis en plein dans la préparation sur tout type de recherche sur l'aromathérapie, la cognition. Et donc, il y a une étude sur 80 volontaires en bonne santé qui a été faite par Moss et d'autres chercheurs en 2006 sur la camomille noble et donc les effets sur la cognition. Et il a été vraiment trouvé que les conditions de la qualité globale de la mémoire sont améliorées, ainsi que la mémoire à long terme et la précision de l'attention. Donc souvent, on part sur le romarin, le citron, la lavande, mais en cas de grand stress, sachez que la camomille noble, elle est aussi très utile pour améliorer la mémoire. Dans les utilisations courantes, il y a bien sûr donc les fameux synergies pour dormir ou pour préparer une anesthésie. Donc soit on l'utilise seul, soit on peut la mélanger. L'odeur parfois est perçue comme désagréable avec une petite odeur de colle. Donc ça peut être intéressant de la mélanger à de la lavande, à du petit grain ou à un agrume comme de l'orange ou de la mandarine si on est dans le sens sédatif. Et puis, pour toutes les douleurs digestives, que ce soit pour des nourrissons au niveau des colites ou des douleurs spasmées pour des grands stressés ou des syndromes du côlon irritable, on peut l'utiliser dans un mélange, par exemple, avec l'estragon ou le basilic pour le ventre. Et puis pour les douleurs dentaires, on peut le mettre en extérieur sur la joue. Donc là, il faut faire bien attention aux dilutions, au mélange, bien sûr, selon l'âge de la personne à qui vous le proposez et la localisation. Mais elle est intéressante aussi pour calmer ces douleurs dentaires. Et là, dans ces cas-là, on appliquera bien à l'extérieur sur le visage. Et j'ai aussi eu des retours pour des personnes avec des douleurs métastasiques. Donc là, c'est en application sur le corps. Ce n'est pas forcément des gros pourcentages. On peut rester sur du 3% parce qu'elle a cette action aussi sédative nerveuse qui va euh, s'ajouter aux actions antidouleurs. C'est une grande huile aussi pour moi de l'estomac, c'est-à-dire des douleurs de l'estomac, un estomac qui va produire de l'acidité à cause d'un stress, que ce soit vraiment d'origine, on va dire, physique ou aussi d'origine émotionnelle. Et elle va vraiment apaiser toutes les aigreurs qui sont liées voilà, à différentes formes de stress. On peut bien sûr la rajouter dans un mélange cutané pour des démangeaisons ou pour aussi du psoriasis. Là, elle va être intéressante à la fois pour son effet au niveau cutané et nerveux, puisqu'on sait que le psoriasis, c'est une association un peu des... Le stress fait flamber donc la pathologie cutanée et le psoriasis. Et c'est une huile qui n'a pas de contre-indication, qu'on peut utiliser sur des enfants, même des tout petits. La seule contre-indication qu'elle a, c'est qu'elle est un peu onéreuse. Au niveau psycho-émotionnel, c'est vraiment une huile qui favorise la digestion émotionnelle des frustrations et des colères rentrées.
Donc souvent on dit que c'est l'huile des ronchons, de ceux qui n'arrivent pas à exprimer justement ces colères, ces frustrations. Et elle va vraiment, quand on la respire en olfacto, envelopper de douceur. Elle va nous mettre comme dans un petit nuage cotonneux et presque nous hypnotiser pour mieux nous faire lâcher prise les contrariétés et surtout les contrariétés refoulées, conscientes, inconscientes et surtout celles qui sont liées à nos attentes envers les autres, à nos déceptions euh, et tout ce qu'on voudrait que l'autre fasse et qu'il n'a pas fait et qui nous fait trépigner à l'intérieur. En fait, elle travaille d'abord par relâcher le corps, même en olfaction. Donc, il y a vraiment une sorte de retour au corps où le corps devient très lourd et vraiment sédaté, très détendu. Et une fois qu'on s'est posé en nous et qu'on a lâché toutes ces frustrations, eh bien, elle va nous inviter à déployer notre lumière, un peu nous sortir de notre cocon et comme une graine qui est attirée par le soleil, nous faire sortir de cet état lourd, hypnotique et presque comme si elle nous ferait sortir de terre, prête à nous ouvrir au monde. C'est vraiment un peu l'image du pompon et comme tu le disais, Joanne, qui est attirée par la lumière, c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi en olfacto. Et elle est très intéressante pour les cauchemars des enfants, les monstres sous le lit et tout ce qui en fait est trop n'est pas exprimé en fait par les tout petits. Je te laisse la parole. Oui, alors merci Anne-Laure. Donc, alors le premier producteur qu'on voulait vous présenter s'appelle Aubance Essentiel et le projet est donc situé en Anjou. Donc, vous voyez sur la première photo les deux associés qui sont des amis, Frédéric Bourrasso et Yann Jeannetot. Ils ont donc commencé leur projet en rachetant une parcelle il y a 8 ans environ, une parcelle de 3,5 hectares qu'ils ont commencé à cultiver. Donc, c'est un grand, grand champ que j'ai eu la chance de voir il y a environ 3 ans, je crois. Donc, c'est un champ magnifique qui est aujourd'hui cultivé selon les règles de l'agroforesterie. Donc, bon, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est le fait d'associer des arbres avec des cultures qui a pour avantage considérable d'améliorer la qualité du sol, puisque ça permet de fixer l'azote, de capter le carbone, de retenir l'humidité, donc la fraîcheur. Alors, l'idée des amis ici présents sur cette photo, c'était de diversifier les cultures et d'éviter la monoculture. Donc, au niveau des arbres, ils ont commencé à planter des espèces locales, donc qui seraient plutôt, bon, qui serviraient comme de bois d'œuvre, mais aussi des arbres fruitiers, dont des variétés anciennes, des tilleuls, des merisiers, des aulnes, de l'orme, etc. Ils ont replanté les haies qui avaient été arrachées. Ils n'utilisent pas d'essence exotique. Et ils ont noté que, en procédant de la sorte, ils n'avaient aucun problème de ravageurs sur leur parcelle. Donc, évidemment, ils procèdent au paillage, ils utilisent les résidus des distillations, ils utilisent aussi les reliquats de ce que leurs amis élagueurs peuvent leur ramener comme produits de récolte qu'ils vont composter pour aussi répandre sur le sol. Ils n'utilisent aucune bâche plastique et laissent partir en fleurs certaines parcelles pour leurs amis, enfin nos amis les abeilles. Alors, ils pratiquent le désherbage manuel majoritairement. Ils n'utilisent aucun traitement bio. Donc, ils disent que cela prend du temps, mais que ça en vaut la chandelle. Voilà. Donc, ils sont vraiment auprès de leurs plantes tous les jours, peu importe le temps qu'il fait. Je tiens à préciser que Frédéric est pharmacien de formation, donc il continue à, enfin, il continue comment dire, à exercer sa profession de pharmacien en temps partiel, donc le matin, et comme ça lui permet l'après-midi de se dédier au projet Aubance. Donc, dès qu'il peut, il va voir, il s'échappe dans ses champs. Donc, ils utilisent l'eau avec précaution et parcimonie. Ils ont accès à une nappe phréatique 15 mètres sous le champ, mais ils essaient de limiter leur utilisation de celle-ci. Donc, ils n'utilisent que très peu d'irrigation, très, très ponctuellement un système de goutte à goutte, selon le niveau de sécheresse.
Mais ils essaient plutôt d'installer des systèmes de récupération de l'eau de pluie. Pour cela, ils utilisent des cuves. Et ils disent qu'un modèle de toute irrigation irait à l'encontre de leur philosophie. Voilà. Donc, vous voyez Et sur... Ouais. du coup les bandes de fleurs là, de bleuets qu'on voit, c'est vraiment côte à côte. Il y a d'un côté la camomille, d'un côté le bleuet, et les arbres sont au milieu de tout ça. Et j'imagine que donc eux, si j'ai bien compris, ils changent leurs plants tous les ans. Bah, ils changent. Bah, ça, je sais pas trop comment ils procèdent, s'ils changent. Non, non, parce qu'ils ont toujours les mêmes cultures. Enfin, je comprends comment ça, ils changent. Qu'est-ce que tu veux dire par ils changent? Parce que, alors bon, on en reparlera peut-être un peu plus loin, mais en fait, Claire, elle me disait que elle avait vraiment gardé ses plans et elle gardait ses plans sur le long terme parce qu'il y avait des producteurs qui renouvelaient chaque année leurs plans de camomille. Ah oui, oui, dans ce sens-là. Bah, écoute, il m'en a pas parlé. C'est vrai que je vais pas posé la question. Je sais juste que dernièrement, du coup, j'allais y venir après. Sur ce champ que vous voyez, dont vous voyez les photos, ils n'y ont plus cultivé la camomille justement parce que c'est un champ qui peut être trop sec. Donc, ils ont déménagé leur camomille sur une parcelle de Yann, qui est une parcelle chez lui, en fait, sur son propre terrain, où c'est beaucoup plus humide et donc les conditions de culture sont plus adéquates pour la camomille. Mais te dire si par rapport au fait qu'ils reproduisent régulièrement leur plan, ça j'ai oublié de leur redemander, mais je ne saurais pas dire, mais on peut toujours trouver l'information. Ok, Mais je me souviens, enfin, qu'il parlait, enfin, qu'il repique souvent. Enfin, ils font aussi un travail d'organisation de pépinière, mais sur la camomille précisément, j'avoue ne pas le savoir. d'accord. En tout cas, vous voyez les photos ici, ouais, les rangées bien ordonnées des différents plans. Donc voilà, vous voyez les bleuets. Donc les bleuets, ils en font en hydrolat. Voilà, il y a des arbres sur la deuxième photo aussi. Vous voyez à gauche en fond, mais c'était des arbres il y a 3 ans déjà plantés. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, ils seront déjà un peu plus grands. Donc ensuite, si on continue, donc, effectivement, ils essaient d'intervenir le moins possible sur leurs plantes pour qu'elles puissent développer le plus de résilience possible. Ça donne des plantes qui sont plus résistantes aussi. Donc, aujourd'hui, ils œuvrent dans une distillerie, enfin, dans un hangar, en fait, qui appartient à un lycée agricole. Donc, vous voyez ce bel alambic à gauche où on voit Frédéric. Donc, c'est un alambic de 1000 litres, tout inox. Ils ont acheté aussi une chaudière à part qui produit entre 100 et 150 kilos vapeur par heure. Mais le lieu de distillation, m'a indiqué Frédéric, va changer là prochainement. Euh, donc voilà, donc certainement aussi quelques habitudes de production pour eux vont évoluer. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ils utilisent l'eau de distillation du réseau d'eau potable. Et en revanche, pour l'eau du refroidissement, ils utilisent l'eau de la Maine, qui est une rivière voisine, enfin en tout cas locale, qui, elle, est non potable. Donc, leurs huiles essentielles sont biologiques et c'est les seuls qui proposent en vente directe des huiles essentielles locales en vente directe. Puisqu'effectivement, il faut savoir que sur la camomille, l'Anjou faisant beaucoup de négoces en fait pour des grosses industries, euh, bah, au final, il n'y a pas beaucoup de ventes directes et c'est auprès d'eux on peut facilement la trouver. Et puis, alors, petite précision, si vous êtes intéressé d'acheter les huiles d'Aubance, alors je vous donnerai le mail où vous pourrez les contacter directement, puisque leur site internet n'est pas actif et qu'ils font tout petit à petit. Et aujourd'hui, on les retrouve dans un réseau local en Maine-et-Loire, mais ils ne sont pas distribués sur toute la France. Donc, si ça vous intéresse, il faut les contacter directement. Ils vous enverront une bonne commande. Voilà. Donc, leur gamme d'huile essentielle est assez, pas mal étoffée, je dirais, avec des plantes qu'on connaît bien. Donc, ils font la camomille, la menthe poivrée, le thym tijanol, le thym thymol, romarin verbenone, romarin cinéole, l'immortelle, la lavande, le géranium, comme vous voyez là, vous voyez une rangée de géranium à droite, et puis le laurier noble qu'ils ont commencé à faire sur des récupérations de coupes de leurs amis élagueurs. Et puis, alors, ils proposent des hydrolats et ils insistent sur le fait que c'est vraiment une production artisanale puisqu'ils font une cuve par plante
par an. Voilà, donc on ne peut pas faire plus petite production que ça. Et en plus, ça, c'est donc analysé, j'imagine qu'ils font la chromatographie en face des œufs. Enfin, de toute façon, on Alors, avait... ils ne les font pas tous les ans, en fait. Ils alternent l'huile qu'ils vont analyser tous les ans. Donc, moi, j'ai en ma possession la chromatographie de 2020, mais depuis, ils ne l'ont pas refaite. Parce qu'ils alternent sur toutes les huiles. Mais en gros, enfin, disons que la teneur est toujours plus ou moins globalement la même. Ils m'ont envoyé leur rendement. Le rendement ne change pas également. Ok. On parlera tout à l'heure. Donc, tu peux changer si tu veux. Alors, donc effectivement, donc c'est une huile essentielle made in Anjou, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ils distillent les petits pompons. Au niveau du process de distillation, alors, c'est important de dire qu'ils distillent avec préfanage, car selon eux, ça permet d'éviter les phénomènes d'hydrolyse, donc ce phénomène d'altération des molécules aromatiques. Et puis, ils ont noté que la distillation était également plus rapide, puisque l'eau avait eu le temps de s'évaporer. Alors, ça les oblige à un peu de coût de main-d'œuvre supplémentaire malgré tout, puisque après la cueillette, ils retournent à la distillerie, ils étalent les fleurs pour la nuit pour qu'elles se préfanent et ils reviennent le lendemain. Euh, mais bon, voilà, ça leur a convenu comme ça, alors que les gros producteurs coupent et distilleraient directement, ce qui pourrait avoir une répercussion sur la qualité finale de l'huile. Donc, leur distillation dure environ 1h30. Et puis, dans la chromatographie 2020, ils obtiennent 31% d'angélate d'isobutyle, ce qui est dans les normes, je ne sais pas comment elles s'appellent, enfin les normes AFNOR. Non, je ne sais pas des normes, comment elles s'appellent, AFNOR. Enfin, les normes requises, voilà. Au niveau du rendement, alors, en gros, il cueille 200 kilos, enfin, il faut 200 kilos pour remplir une cuve. Donc, il récolte les sommités fleuries, donc pompons et feuilles. Hum, voilà, et un rendement faible, vous vous en doutez, pour environ 200 kilos de plantes distillées, ils vont obtenir environ 200 millilitres d'huile, ce qui est un rendement de 0,01%. Et ce rendement m'a été confirmé être constant, moyen constant, 0,01% en général, c'est ce qu'il ressort. Donc voilà, là j'aimerais insister sur le fait que pour en arriver là, il y a aussi tout le temps nécessaire au bouturage, à la plantation, au binage, à la récolte, etc. Donc vous pouvez imaginer le travail qu'il y a en amont pour obtenir si peu d'huile. Donc c'est vraiment à avoir en tête parce que c'est un travail vraiment de titan. Euh, alors, au niveau des ressentis olfactifs, alors je l'ai là, ma petite huile de chez Aubans que j'utilise vraiment toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est le cru 2020 que j'ai. Donc, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a un gros côté terre, puisqu'on sent déjà assez rapidement sa puissance et une certaine densité ancrée. Elle nous ramène vraiment bas. Et en même temps, nous emmène avec une certaine sensation de chaleur et d'une chaleur sucrée pour ensuite dégager des molécules, enfin des nuances plus raffinées, des notes agrestes qui sont fruitées ou fleuries. Donc, c'est vraiment un ensemble d'impressions qui sont vraiment très agréables. C'est un beau bouquet. Et si je puis me permettre de reprendre cette expression, on parle de la douceur angevine. Et je pense qu'on peut dire que dans leur huile de camomille, la douceur angevine s'y retrouve vraiment. Et donc voilà ce que je peux en dire. Enfin, en tout cas, je vous invite à la découvrir si ça vous intéresse. Alors, ce qu'en dit Aubans de leur huile. Donc, ils utilisent, comme je vous disais, ils font du préfanage avant la distillation parce que c'était le lieu de la distillation qui leur permettait de faire ainsi, puisque Frédéric habitait juste à côté du lieu de distillation. Donc, il pouvait y retourner, déposer les plantes et revenir le lendemain. C'était faisable. Mais là, comme ils vont changer de lieu, qui sera plus loin, peut-être que du coup, ils vont devoir revoir un peu leur méthode et ils se demandent s'ils vont continuer à pouvoir faire du préfanage puisqu'il y aura plus de déplacements. Donc, on nous en saurons plus dans les prochains mois. Donc, comme je te disais tout à l'heure, Anne-Laure,
la camomille aujourd'hui ne se trouve plus dans ce champ de 3,5 hectares, mais a été rapatriée dans une parcelle chez Yann plus humide, plus riche. Et alors, ils ont noté que la camomille s'y développe mieux, qu'elle est plus belle, qu'elle a plus de feuilles, qu'elle est plus touffue, que sa floraison est plus tardive, mais moins dense, puisque finalement, elle aurait peut-être moins d'adversité face à elle, puisqu'elle se trouverait dans toutes les bonnes conditions, puisque dans un champ où il faut qu'elle combatte pour survivre, elle sort sa floraison plus vite, donc peut-être produit moins de feuilles aussi. Donc, avoir le rendement dans le futur, en fait, sur ce côté-là. Et puis, leur rapport à la camomille, ils m'ont dit que c'était la première plante qu'ils ont distillée. Donc, au début, ils n'avaient pas encore leur propre culture. Donc, ils sont allés cueillir et récupérer la camomille chez une amie productrice dans la Sarthe. Ils ont ramené la camomille dans leur camionnette. Donc, déjà, ils étaient un peu dans les vapeurs de camomille et que ça a été pour eux vraiment une belle découverte et que c'est toujours un grand bonheur pour eux de distiller la camomille et surtout de la couper. Et parce que déjà, dès la coupe, l'envoûtement commence, en fait. Voilà, déjà ce qu'ils ont pu me dire sur leur rapport à leur camomille. Voilà, tu peux changer. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Alors, du coup, Anne-Laure, tu veux que Ouais, bah, alors toi, on est toutes les deux allées voir Claire Bertrand à des moments différents. Donc, Claire Bertrand, donc son site, c'est la Fabrique Végétale, elle est en Seine-et-Marne. Donc moi, j'ai en effet la camomille de la fabrique végétale. La grande spécificité de Claire Bertrand, c'est que elle, justement, elle refuse de préfaner ses plantes. Elle fait de la camomille, elle fait de l'hélicryse italienne, elle fait du thym, du géranium, du laurier. Et en fait, sa spécificité, c'est qu'elle distille en plantes fraîches. Donc ça demande plus d'attention et aussi des distillations qui sont plus longues. Mais pour elle, c'est voilà, c'est sa patte, sa façon de faire. Euh, pour elle, en fait, les fleurs sont moins amères et sont plus douces quand elles ne sont pas préfanées. Donc, vous avez les photos de camomille romaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la Seine-et-Marne, c'est assez pluvieux, hein, c'est l'Île-de-France. Donc, la camomille romaine s'y plaît énormément. Euh, et au contraire, là, les derniers épisodes de pluie lui ont été plutôt favorables. Donc, ce sont donc des champs qui sont en Seine-et-Marne, que vous pouvez aller voir, c'est autour de Provins, c'est à une bonne heure de Paris. Donc son process de distillation, c'est aussi des cuves en inox. Elle a des petites cuves et elle a un rendement de 225 kg de plantes pour récupérer à peu près 300 millilitres. Donc on est à peu près dans les mêmes normes que Aubance. Euh, elle n'a pas noté de soucis d'hydrolyse. Par contre, elle fait attention à cueillir par temps sec. C'est pour ça que ça peut être très sportif, la distillation de cette manière, parce qu'il faut avoir le bon moment pour récolter la plante et accueillir, et ensuite la distiller immédiatement. C'est-à-dire que là, et sur les dernières camomilles, elle les a distillées à 2 heures du matin. Donc, c'est vraiment un travail de passionné. En tout cas, elle n'a pas eu de problème d'hydrolyse et vraiment, elle préfère ce processus-là parce que, encore une fois, elle le trouve moins amer, aussi bien au nez. Et c'est vrai que ces huiles, donc, je ne sais pas si vous les avez déjà testées, mais au niveau du ressenti olfactif, elles sont très douces. Alors, on a toujours ce petit aspect de colle au départ, mais ensuite, c'est en effet un bouquet très floral, presque fruité. Et moi qui ne suis pas une grande fan de la camomille romaine, c'est des seules huiles essentielles que j'apprécie de respirer parce que bah, on ressent en fait toute cette douceur et tout le soin euh, qu'elle en prend. Oui, en fait aussi, je puis ajouter, en fait, il y a toujours beaucoup de lumière dans les huiles de clair.
Et en fait, c'est toute la lumière que Claire elle-même dégage. On peut dire ça aussi, parce que Oui, c'est c'est... vrai que c'est une personne très lumineuse, Oui, passionnée. C'est une biologiste aussi de formation. Donc, elle est très précise en fait dans sa façon de faire et elle fait aussi des très très beaux hydrolats qu'elle va microfiltrer 3 fois. Claire, elle travaille aussi avec les hôpitaux, donc elle vend les hydrolats dans certains hôpitaux. Euh, Elle, donc elle avait bien précisé que justement, elle ne replantait pas sa camomille, que donc ses plants, elle les gardait d'une année sur l'autre. Et pour elle, il y a aussi une histoire de durée de plantation. Moi, je trouve son rendement, il est quand même pas mal par rapport à ce que tu nous annonçais. Enfin, elle fait 300 millilitres pour 225 kilos. Euh, Voilà ce que je c'est peux vous juste... dire. En tout cas, c'est à découvrir. Par rapport à la fabrique végétale, donc hors camomille, elle a aussi un très très bel hydrolat de géranium qui vraiment ressemble à un hydrolat de rose magnifié. Donc, ouais, de très belles huiles essentielles, une très belle personne et de très beaux hydrolats également. Ouais, Tu c'est voulais clair. rajouter quelque chose? J'ai Euh, oublié des trucs. Ben, en fait, oui, elle t'a dit, il me semble qu'aussi elle a eu une baisse de rendement en 2023, qu'elle ne s'est pas attribuée, alors soit à la sécheresse ou au fait justement que ses plants de camomille commencent peut-être à devenir un peu vieux. Donc, elle nous remercie aussi de lui avoir posé des questions parce que ça lui permet du coup de remettre, Réfléchir. ouais, de réfléchir à des processus de production qu'elle pourrait changer, en fait, parce qu'ils ont peut-être trop le nez dans le guidon des fois. Donc, c'est vrai, quand on Ouais. vient avec des questions précises, ça les aide à prendre conscience de certaines choses au final. Donc là, ils ne peuvent pas encore comparer les rendements puisque la distillation elle aura lieu fin juillet. Donc on n'a pas encore voilà, les derniers chiffres de cette année, mais c'est vrai que l'année dernière, elle a fait très chaud. Cette année, c'est très pluvieux. Donc ça risque d'être favorable à la camomille romaine et au rendement finalement. Ouais. Donc, voilà. Enfin, c'était un peu les deux produits. Ouais, donc notre conclusion, c'est qu'en fait, vous voyez, à production finalement différente, puisqu'on n'est pas parti sur les mêmes, on va dire, paris sur les histoires de préfanage, pas préfanage, et sur quand même des terrains, même si on reste dans le nord de la France, qui sont différents, on a quand même deux très belles huiles essentielles au niveau olfactif, avec des compositions très similaires. Euh, Moi, ce que je retiens, c'est que quand on fait attention, quand on écoute les besoins de la plante, finalement, et quand on est présent aussi à la distillation et qu'on va au bout de la distillation, j'ai oublié de le dire, Claire, sa distillation, elle dure plus de 3 heures. Et donc, eh bien, dans des distillations abouties, on va vraiment avoir toutes les molécules de l'huile essentielle qui en font un totem où vraiment on va pouvoir trouver les propriétés anti-inflammatoires au niveau cutané, notamment de cette huile essentielle de camomille et avoir ces bouquets au niveau olfactif et pouvoir faire ce travail olfactif euh, que, qui nécessite d'avoir des huiles de qualité quand on les respire. Donc, je vais arrêter le partage. Si vous avez des questions dans le chat, ça sera avec plaisir. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté, en tout cas, et que ça vous a éclairé sur certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder dans le C'est toujours chat. important de savoir d'où proviennent les huiles et dans la mesure du possible, je dirais que c'est important. Enfin, c'est toujours intéressant de pouvoir contacter le producteur si c'est possible, de savoir un peu quelles sont les conditions de culture ou les conditions de distillation, parce que c'est de plus en plus important d'acheter de la qualité, d'être conscient de cette qualité, puisqu'on trouve aussi sur le marché de plus en plus d'huiles frelatées et adultérées. Donc, il faut être très précautionneux par rapport aux huiles qu'on achète aujourd'hui. Savoir aussi que derrière, il y a des histoires d'hommes et de femmes, du coup, qui œuvrent pour nous proposer ces beaux produits. Donc, c'est précieux. C'est précieux et souvent, c'est pas beaucoup plus cher de passer en direct et d'acheter. Quand on est passionné d'aromathérapie, et d'huile essentielle, il y a un moment, c'est vraiment intéressant d'aller chez les petits producteurs, avoir des huiles de terroir. Et c'est pas beaucoup plus cher et vous allez vraiment y gagner en qualité, notamment si vous travaillez en olfaction, en psycho-émotionnel, en effet auprès des patients au niveau olfactif.
Je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions, donc ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là. Si vous avez des questions, eh bien, on y répondra aussi dans les commentaires pour ceux qui nous Et, regardent. je vous ai mis dans le chat éventuellement le mail d'Aubance, hein, si vous souhaitez les contacter. On Voilà. remettra les coordonnées dans les commentaires. Oui, oui, tout à Euh, fait. et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Ouais, ça fait plaisir de voir les copines aussi. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.